Bonjour et bienvenue dans Elle d'Afrique. Alors dans cette émission, nous partons à la rencontre de femmes africaines dont les parcours éclairent les transformations de notre continent. Mon invitée aujourd'hui, la biologiste Hakima Farah, qui vient de publier le livre Les deux vies, entre recherche scientifique et réflexion sur la maternité. Son travail s'intéresse au corps des femmes et au savoir qui entoure l'allaitement. Un parcours international qui pourtant n'a jamais vraiment été éloigné de l'Afrique ni des femmes africaines. Hakima Farah, bonjour, merci beaucoup d'être là. Bonjour Yasmine, merci pour votre invitation. Eh bien justement, de la biologie au lait maternel, c'est toute une histoire de vie et d'apprentissage. On y va pour votre parcours. Alors Hakima Farah, vous êtes née en France, c'est bien ça. Et puis c'est là-bas que vous allez découvrir la biologie, l'amour pour la biologie. Absolument. Je suis née en France et j'ai étudié de longues années des études scientifiques en me spécialisant donc dans la biologie du corps humain avant de me spécialiser dans le management de la santé entre la France et les États-Unis. Et ensuite, j'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique internationale, notamment en pharmacovigilance, où là, on observe et on analyse les mécanismes qui se cachent derrière les symptômes visibles. Ok. Alors, j'aimerais bien qu'on revienne sur les premiers amours, à savoir la biologie. Comment est née cette passion pour la biologie, pour les médicaments, pour tout ça, en fait ? J'ai toujours été fascinée et mes meilleures amies me le disent très souvent lorsqu'elles ont vu paraître mon livre. J'ai toujours été fascinée par la femme enceinte et la femme allaitante. D'où ça vient? Peut-être pour mon amour déjà pour ma mère, ma défunte mère, et aussi parce que j'ai toujours cherché à comprendre le pourquoi. Pas trop le comment, mais surtout le pourquoi. Donc vraiment ce qui se cache derrière ce qui est visible en apparence. Ok, ça c'est pour la femme enceinte, mais pour la biologie, de façon générale, parce qu'avant d'arriver aux grossesses, et ça c'est des rencontres féminines, on va aller petit à petit dans cette trajectoire ensemble pour la raconter aux téléspectateurs. Mais avant ça, il y a eu d'abord cet amour pour la biologie, les sciences de la vie et de la terre en fait. Et ensuite, il y a eu les études en pharmacovigilance, etc. Mais moi, j'aimerais vraiment revenir à la petite fille que vous étiez, toute jeune. Qu'est-ce qui l'attirait déjà dans la biologie humaine, de façon générale? La biologie humaine, c'est vraiment le vivant. J'ai toujours été une petite fille très vivante, très sage, mais en même temps voilà, très vivante, qui cherche à aller vers l'autre, à comprendre, très curieuse. Et la biologie répondait à ces questions, elle assouvissait cette curiosité. Et je me suis retrouvée à être très assidue, plus à ces cours de biologie dès le collège. En fait. Donc, premières années d'études en France? Toutes mes études en France. C'est vraiment à la fin de mon master que j'ai eu l'occasion de partir aux États-Unis, donc à Georgetown University, pour le management et appliqué à la santé. Vous avez appris quoi de cette expérience? Ça a été très enrichissant parce que, par exemple, pour mon domaine qui est la santé, aux États-Unis, on a des systèmes de santé très médicalisés, très sophistiqués, à la pointe de la technologie, mais parfois, malheureusement, déconnectés du vrai vécu des personnes et des individus. En France, voilà, la technique est parfaite aussi, mais parfois, il y a un petit manque dans le côté biopsychosocial de l'accompagnement des individus et des patients. Ok. Alors, dans tout ça, jusque-là, il n'y a pas de femme enceinte, il n'y a pas de grossesse, il n'y a pas de lait maternel et rien de tout ça. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est que justement, c'est une formation purement scientifique, une carrière purement scientifique et très pointue, mais puis à un moment, vous allez vous retrouver à travailler pour un média africain en France. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Déjà, comment vous avez atterri dans ce média? J'ai atterri vraiment par hasard, parce que c'était vraiment... je cherchais un stage. Tout simplement parce que j'avais quelques mois encore de vide au sein de mes études. Ok, ça c'était avant le départ, donc pour les États-Unis. Avant les États-Unis. Et là, voilà, un magazine de la femme africaine, un magazine français, mais de la femme africaine, m'a fait confiance et j'ai pu travailler en tant que... c'était vraiment du journalisme, mais très débutant, parce que j'étais jeune, hein, ils m'ont fait confiance, j'avais 20 ans.
Et là, j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs femmes africaines de différents domaines. Et là, ça m'a appris vraiment ce qu'aucun manuel n'aurait pu m'apprendre. Ça vous a appris quoi? Sur quoi? Justement, c'est là où j'ai commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose derrière les femmes. Voilà, des femmes souvent entrepreneurs, des femmes africaines entrepreneurs, très médiatisées en Afrique déjà à l'époque. Et en hors micro, entre guillemets, c'était des récits de mères, tout simplement, que j'entendais. Des femmes qui me parlent de leur maternité, qui me parlent du fait d'allaiter entre deux réunions, du fait d'allier vie professionnelle et vie de mère. Oui. Et là, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à creuser derrière. Et à ce moment-là, vous ne pouviez pas creuser, en fait. C'est resté. Mais c'est fou comment la vie est faite, en fait. C'est des choses qui viennent dans notre existence, on ne sait pas pourquoi. Et puis, à la fin, ça donne notamment Les Devis, ce livre. Et on va y arriver. Alors, donc, rencontre avec ces femmes, vous partez aux États-Unis, vous approfondissez vos connaissances, vous travaillez là-bas un peu? Non, je n'ai pas travaillé. Vous ne travaillez pas. Donc, vous revenez en France, vous retravaillez en France. Et puis, à quel moment vous vous êtes dit, en fait, c'est l'allaitement maternel qui m'intéresse? Bien sûr, c'est vraiment la maternité. Okay. C'est une transformation guidée par la maternité, dans le sens où la maternité m'a dépossédée, mais dans le bon sens du terme. Dans le sens où quand on est devant un tout petit être dont la vie dépend quasiment de nous, tous nos titres, tous nos diplômes, toute notre formation, toutes nos réalisations, tout devient relatif, en fait. Et le fait de me rendre compte que le lait maternel, c'était un fluide vivant. J'ai appliqué du coup ce que j'avais déjà appris, mais un fluide vivant et avec des biomarqueurs de la santé maternelle, mais de la santé de l'enfant également. Bah là, j'ai pleuré. J'ai pleuré, mais vraiment, mais pas de peur, mais plutôt d'émerveillement. Alors, qu'est-ce que la maternité vous a fait découvrir sur le lait maternel que vous n'aviez pas peut-être étudié avant en tant que biologiste? Quand on pratique, entre guillemets, là, c'est vraiment une prise de conscience un peu, pas choquante, mais vraiment qui ouvre les yeux. Et justement, ça m'a fait beaucoup d'aller-retour avec le passé et ce que je voyais devant moi, parce que justement, les communautés africaines ont une expertise, ont des savoirs extrêmement fondés et extraordinaires sur l'allaitement maternel, sur le postpartum. Et voilà, le fait d'être revenue au Maroc, justement, pour cette maternité, parce que j'ai accouché de mes 3 enfants au Maroc, ça m'a permis de voir les choses autrement. Le Maroc, pour moi, c'est le carrefour de tous les continents, mais le carrefour aussi du Maghreb et de l'Afrique. Et on y trouve d'un côté les femmes qui se transmettent de Douar, de Médina, entre elles, mais aussi des femmes totalement désespérées sur leur téléphone à 3 heures du matin qui cherchent de l'information. Et j'ai voulu vraiment me situer entre ces deux mondes. Alors, pourquoi le retour au Maroc pour les accouchements? Vous qui êtes née en France. Ça, c'est pas du tout une décision de carrière, c'est une décision de vie. Parce que voilà, j'avais un titre, j'avais une carrière, j'avais une trajectoire toute tracée, mais il y avait toujours quelque chose en moi qui me tirait vers quelque chose de plus humain, de plus incarné. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était mon envie de rentrer au Maroc. Donc, je commençais petit à petit à rentrer de plus en plus au Maroc. Au lieu d'une fois par an, c'est devenu 2-3 fois par an, jusqu'à ce que je m'installe définitivement. Il y avait déjà les enfants? Non, non, mes enfants, donc les 3 sont nés ici. Les 3 sont nés ici. Ok, alors, ce contact direct, humain, personnel avec l'allaitement va vous amener à véritablement faire une étude, un travail de recherche quasi anthropologique de ce qu'est l'allaitement. Comment, et africain notamment, à la rencontre de femmes, notamment au Kenya et dans d'autres pays. Alors, comment ça s'est passé? La maternité, en fait, elle m'a transformée, certes, mais elle m'a surtout transformée en chercheuse. Ouais. Ça veut dire que j'ai voulu chercher plus loin
que ce que je voyais en matière de lait. Donc j'ai commencé à chercher, pas des protocoles, pas de tout ce qui est clinique, mais vraiment des histoires, d'humaniser un peu ce lait-là et cet acte ancestral qui est l'allaitement. Donc j'ai eu l'occasion vraiment je les remercie d'ici, d'avoir des différentes histoires de mères, mais aussi de professionnels de la santé. Par exemple, au Kenya, j'ai eu des récits de sages-femmes hospitalières qui me parlent du fait qu'elles travaillent main dans la main avec des sages-femmes en zone rurale qui n'ont aucun outil médical, mais qui sont très plébiscitées par les femmes et qui veulent absolument que ce soit elles qui les accouchent. Pourquoi ? Parce qu'elle connaît leur histoire, justement, elle connaît leur vécu, elle connaît leur tradition, leur culture. Et cette complémentarité entre le monde hospitalier et le monde plus traditionnel, j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Au Cameroun aussi, j'ai eu des témoignages très intéressants, notamment par des personnes du littoral du Wouri, où là, elles m'ont confié que justement les sages-femmes les laissaient un peu utiliser des pratiques ancestrales. Par exemple, j'ai l'exemple d'une mère malheureusement qui a perdu son bébé à la naissance et pour stopper sa montée de lait, elle a dit clairement à la sage-femme qu'elle ne voulait pas prendre de médicaments, mais qu'elle voulait, comme ses ancêtres, utiliser des cendres à mettre sur sa poitrine directement. Des cendres. Et la sage-femme l'a laissé, lui a fait confiance et la sage-femme m'a dit clairement qu'elle n'a pas du tout regretté de lui avoir fait confiance parce qu'il n'y a pas eu du tout d'effet indésirable. Voilà, exactement. Incroyable. En fait, vous êtes allé à la rencontre de toutes ces pratiques ancestrales. Exactement. Vous avez récolté des choses un peu au niveau du Maroc qu'on a tendance à oublier. Je sais que, par exemple, beaucoup de femmes utilisent le fenugrec pour la montée de lait, ce genre de choses. Oui, le fenugrec est toujours utilisé. Les tisanes de fenouil, de chardon-marie sont très utilisées. Voilà, on connaît aussi le plat très connu de rfissa, qui est galactogène. Après, on ne va pas rentrer dans la technique, mais bon, ce qui est galactogène, c'est vraiment la stimulation. Mais rfissa, etc., ça peut aider justement en postpartum d'avoir plus d'énergie parce que c'est vraiment complet. Qu'est-ce qui est du mythe et qu'est-ce qui est de la réalité? Vous, en tant que biologiste, justement, par rapport à tous ces plats, toutes ces plantes, etc. On pourrait en faire une émission, en fait, de ces mythes et ces réalités, mais mon message, c'est vraiment de dire que la validation scientifique, au terme qu'on l'entend aujourd'hui, ça existe que depuis le XXe siècle. Aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que là, on parle de pratiques ancestrales qui datent de millénaires. Donc, on n'est pas sur la même échelle. Et après, je ne dis pas de tout prendre des pratiques ancestrales et des recettes ancestrales. Mais je pense que, justement, l'Afrique mérite d'être entendue et les pratiques africaines méritent d'être entendues et la science doit lui donner une voix. Et voilà, recenser ce qui est bon et ce qui est pas ce qui est moins bon. Alors, on va parler quand même de ce livre, Les deux vies. Je vous propose d'en parler vraiment sans phare pour parler également des challenges que vous avez rencontrés. On y va. Donc, Hakima Farah, Les deux vies, c'est un livre qui fait parler le lait maternel. C'est un livre qui est écrit à la première personne, c'est bien ça. Exactement. Alors, est-ce que c'est un plaidoyer pour l'allaitement maternel exclusif? C'est un plaidoyer pour le lait maternel. Je n'ai pas voulu en faire une injonction, parce que, comme vous le savez, l'injonction, elle vient toujours du même endroit. Penser savoir mieux que la mère ce qui est bon pour elle. Donc là, non, moi j'ai préféré partir de l'inverse, c'est-à-dire de partir du vécu des mères, de partir de la culture des mères, de ces contraintes réelles pour pouvoir déployer des outils adaptés à chaque mère et personnalisés au plus. Le fait d'avoir donné la parole au lait maternel, c'est tout simplement parce qu'il méritait une voix. Il méritait une voix et le fait qu'il parle à la première personne, c'est vrai que la narration à la première personne, c'est celle qui oblige le plus à l'empathie. Et de lui avoir donné le verbe, c'est justement parce que c'est une substance vivante, c'est un être vivant qu'on oublie un peu par les différents éléments de la vie et des contextes. On oublie de lui donner la parole et je voulais vraiment
redorer aussi le blason du lait maternel. Mais on est à une époque justement où la maternité est vécue, on est dans un retour finalement de ces pratiques maternelles puristes, comme l'allaitement, etc. On le voit avec ces nouvelles générations. Pourquoi avoir choisi 2026 justement pour sortir ce livre, alors qu'on constate que les femmes, les mamans, les jeunes mamans ont vraiment envie d'allaiter leurs enfants, leurs bébés? Justement, c'était un défi, mais c'était vraiment pour, comment dire, proposer au lecteur une autre manière de voir l'allaitement. C'est-à-dire que dans ce livre, le lait parle de son histoire, parle des politiques qui l'entourent, parle aussi des cultures autour de l'allaitement, de la spiritualité autour de l'allaitement. Et là, on voit que sa dimension est vraiment universelle, que c'est un bien commun universel, que voilà, comme je dis souvent, environ 90% des personnes ont goûté à ce nectar, et le minimum, c'est vraiment de le connaître un minimum, et voilà. Ok, alors est-ce que c'était pas challengeant pour vous en tant que femme scientifique d'écrire à travers des histoires humaines qui sont en général beaucoup moins scientifiques, qui partent on va dire des pratiques sociétales, féminines, qui se transmettent de génération en génération, parfois avec une forme un petit peu de mysticisme caché. Est-ce que c'était pas un peu challengeant justement de connecter ces deux cerveaux, le scientifique et le littéraire? Exactement, c'est pour ça que j'ai décidé... Et parfois de les dissocier aussi. J'ai décidé d'être le pont justement entre la science et l'humain. Et justement, quand il y a deux rives, il faut trahir ni l'une ni l'autre. Et la maternité aussi est de plus en plus vécue et racontée comme vraiment quelque chose de très politique ou de façon très militantiste parfois. Et on ne la raconte pas vraiment au final. Donc la maternité via le lait maternel, c'est devenu quelque chose qu'on essaye de masquer ou de maquiller, alors qu'elle est au centre de tout. Elle est au centre de nos familles, de nos cultures, de nos histoires. Et voilà, s'il y avait un message à passer, c'est vraiment redonner la parole à la maternité aussi. Ce changement justement de vie aussi, ce changement de carrière, est-ce que vous avez mis tout ce qui est biologie, pharmacovigilance de côté aujourd'hui? Non, pas du tout. Ça fait partie de mon parcours. C'est vraiment le cœur de mon parcours et c'est le socle même de mon travail. Et ce qui est challengeant aussi, c'est parce que de passer de cadre de l'industrie pharmaceutique à naturopathe experte en allaitement, c'est vrai que ça ne fait pas pareil dans un couloir académique, certes, et c'est challengeant, mais voilà, si on parle de légitimité ou quoi, la légitimité vient surtout par le travail et par la persévérance. C'est vraiment l'engouement qu'on donne dans notre travail. Alors, je vous propose à présent de parler de transmission et surtout de ce que peuvent retrouver les femmes. Et puis, je vais vous poser la question des hommes aussi. On y va. Donc, Hakima Farah, on est là pour parler de votre parcours de femme africaine et de femme qui est allée à la rencontre de femmes africaines pour parler d'allaitement et de lait maternel. Et à partir de là, vous avez sorti le livre Lait de vie. Quel est l'objectif de transmission de ce livre? Est-ce que d'abord, puisque c'est à la première personne, est-ce que c'est un roman en quelque sorte ou pas? Non, c'est pas un roman. Vraiment récit. C'est pas un roman parce que tout simplement l'essai scientifique explique, mais lait de vie, en l'occurrence, c'est vraiment pour rendre le lait maternel, ne plus le voir comme un objet seulement à analyser, mais comme une présence. Vraiment d'être empathique et de le lire d'une certaine manière à ce que les mères, déjà, si c'est la mère qui lit, ce qu'elles comprennent, enfin la complexité, mais la beauté en même temps, d'être conscience de la beauté du lait maternel. Pour les coparents aussi,
de voir aussi que voilà, si ses coparents soutiennent une femme allaitante, et ben justement, derrière, il y a toute une histoire et tout un acte ancestral et universel derrière, et des professionnels de santé également, pour ajuster peut-être les accompagnements des mères qu'elles voient tous les jours, en ajoutant cette approche un peu plus biopsychosocial et de s'éloigner du technico-technique et de la pratique. Ça veut dire quoi, biopsychosocial? C'est la deuxième fois que vous le répétez. Oui, exactement. Ouais. Biologique, donc tout ce qui est anatomie du lait, biologie du lait, anatomie du sein, etc. Psycho, il y a toute une relation qui se crée. Comme je vous disais, le lait est rempli de biomarqueurs de la santé de la mère et du bébé. Ça veut dire qu'il s'adapte à chaque fois en fonction de la santé de la mère et de la santé du bébé. Donc il y a tout un travail psychologique derrière d'attachement entre la mère et l'enfant, mais aussi il y a aussi toute la dimension sociale, parce qu'en fonction des contraintes d'une mère à l'autre, en fait, la maternité n'a pas du tout la même couleur d'un endroit à l'autre. En fait, si je comprends bien, ce qu'on voit comme étant un produit universel, le lait maternel, c'est au contraire un fluide qui s'adapte à ces deux êtres connectés. Exactement. C'est-à-dire que le lait maternel de cette femme n'est pas le même que celui de cette autre femme, etc. Exactement, il s'adapte vraiment à la mère, à son état psychique aussi, à son état, voilà, vraiment à son humeur, etc. Okay. Donc il y a vraiment, pour ne pas rentrer dans la technique, c'est vraiment toute une panoplie de critères. Et c'est tout ça qu'on retrouve dans ce livre. Voilà. Une histoire, si vous deviez retenir une histoire de ce lait de vie, que pourraient emporter avec elle les téléspectatrices et téléspectateurs d'Elle d'Afrique. Une histoire d'une mère, par exemple? Oui. Il y en a beaucoup, hein, mais pour parler d'abord d'Afrique, je pense que j'ai tenu à en parler aussi dans mon livre, c'est l'allaitement en contexte de guerre ou en contexte de situation catastrophique. Et par exemple, au Rwanda, lors du génocide, l'allaitement est devenu vraiment un acte de guérison sociale et de résistance. Donc là, c'est vraiment la transmission qui a primé. Et c'était magnifique parce qu'il n'y avait pas du tout d'autre choix que l'allaitement. Et cet allaitement, c'est devenu vraiment un acte presque stoïque de la vie. Faire tenir une société, en fait. Exactement. J'ai aussi le témoignage très marquant d'une maman aveugle qui a tenu coûte que coûte déjà à avoir un enfant, parce que c'est vrai que les professionnels de santé n'ont pas forcément l'habitude de suivre, d'accompagner ce genre de personnes en situation de handicap, surtout pour la déficience visuelle. Et elle a aussi tenu coûte que coûte à allaiter son enfant. Donc elle l'a allaité 2 ans et 8 mois. Et voilà, elle décrit qu'elle n'a pas eu du tout l'accompagnement qu'elle escomptait. Ils n'ont pas du tout pris en compte beaucoup d'aspects de son handicap, etc. Mais voilà, sa persévérance et sa détermination à donner le meilleur d'elle-même lui a permis d'avoir un superbe allaitement et une superbe aventure lactée. Hakima Farah, merci infiniment d'avoir été dans Elle d'Afrique. Merci beaucoup. Merci à vous. Un plaisir de vous avoir eu. À vous. Merci à toute l'équipe en régie. À très très vite sur Média TV Afrique pour d'autres épisodes d'Elle d'Afrique. On y va.